Ok, c'est tout bon. Oui, tu es sûr? Retour sur le plateau de Zappy à la Doua dans les locaux du double mixte. Ce matin, nous avons eu deux personnes, Nathalie Pradine, la directrice du groupe Comme Adéquate, et Jean-François Granat, pardon, des Vergers-Bourg. Je pensais à autre chose. Donc je rejoins nos deux nouveaux invités sur le plateau, qui sont Xavier Ducret, directeur de Handicap International France, et Hervé Devineau, qui dirige l'agence Les gens et vous. D'ailleurs, je vais enlever le masque pour être comme eux. Alors, vous allez voir, par rapport à ce matin, c'est totalement différent. D'abord, c'est deux parcours différents, puisqu'on a un publicitaire qui est devenu annonceur, et un annonceur qui est devenu publicitaire. En plus, ils sont croisés dans la même société, donc c'est assez intéressant. On va voir si ça permet d'aller plus loin qu'avec les autres. Donc j'espère que vous serez francs et que vous nous direz exactement tout ce qui s'est passé. Voilà. On commence avec Xavier Ducret, donc président de Handicap. Non, alors je suis directeur France de Handicap International et président de Alliance Urgence. D'accord, c'est ça les gens qui ont beaucoup de titres et de missions. Donc handicap qui, alors tout le monde ne le sait pas obligatoirement, handicap qui est né à Lyon, qui est toujours à Lyon. Absolument, voilà. Qui est né en 82, donc on aura bientôt 40 ans. Handicap International, c'est près de 4200 salariés dans le monde. Il y a 40 ans, c'était 3 personnes, 3 médecins. C'est né en zone de conflit sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, dans le grand camp de Kawindang, où arrivaient les hommes, les femmes et les enfants qui avaient été estropiés parce que victimes de minorités personnelles. Et à partir de là, s'est lancée l'association et l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui. On est présent dans plus de 60 pays et plus de 400 programmes dans le monde. Très bien. Alors j'ai refait un peu ta biographie. Alors j'étais très surpris d'apprendre que tu avais démarré au Journal du Dimanche. Et oui, personne n'est parfait, j'ai été journaliste, tu vois ce que je veux dire. Eh oui. Et donc, oui, mais alors toi, tu faisais des caricatures. Alors, voilà, ouais, moi, je faisais bouche-trou, quand il y avait... Mais à l'époque, je vous parle d'un temps, et à l'époque, c'était des bandes collantes que l'on mettait sur des cadres papier, et le rédacteur en chef coupait les colonnes, et quelquefois, il coupait trop. Ouais. Et on disait, dis donc Xavier, il y a un trou là, tu voudrais pas faire une illustration? Et donc, j'ai fait passer 2 ans et demi comme ça, au Journal du Dimanche. Super. À faire bouche-trou, ouais, très intéressant. Et c'est comme ça que tu es passé en agence, où tu as été directeur artistique. Alors, c'est comme ça. Grand public. Alors, bravo, Jacques. J'ai commencé par des studios de création, des hot shops créatifs, puis l'agence grand public, qui, comme son nom l'indique, faisait 90% de pub grand public et, disons, 85% de télé et affichage. Je passais mon temps à aller dans le métro pour voir mes affiches et appeler mes copains pour regarder la télé. Et c'est vrai que ça a été très, très formateur. Et puis ensuite, j'ai monté une première, puis une deuxième agence. Et ensuite, rapidement, un gros client, si on parle relation agence-annonceur, nous a planté. Mais bien correctement. Là, tu es un peu vite, là. Hein. J'étais dans ta bio. Voilà, mais oui, et puis dans cette bio-là, ensuite, j'ai pris mes clients et on est allé dans le groupe Havas. Absolument. Havas, où tu es passé de directeur artistique à directeur de la création. Oui, entrepreneur. Ouais, c'est bien. Et après, je vois que tu as été directeur du développement. Donc, chaque fois, tu grimpes au groupe 361 qui est à Lyon. Qui est à Lyon, absolument. Tu es passé de Paris à Lyon. Oui. Voilà. Et après, tu as été... En 91. Directeur général associé, donc là on arrive quand même à un niveau élevé, chez Arc. Absolument. Où tu as... Alors c'était plus Arc à l'époque, oui, puisque ça avait changé. Ça change Hervé en parlera mieux que moi. Mais j'ai rejoint Hervé pendant 2 ans et demi, oui. Et donc il y a 10 ans, tu passes de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. Absolument. Grâce à des rencontres, je suis entré chez Aide et Action Internationale. À Genève. À Genève, pour participer à l'installation du siège international à Genève et lancer toutes les activités de coordination et de communication et d'influence au niveau du monde. D'accord. Et donc la Suisse, au bout d'un moment, tu en as eu marre, tu es revenu sur Lyon? Alors ça peut être dit comme ça très rapidement, mais globalement les structures changent, les gens changent et j'y trouvais moins mon compte, même si la mission était absolument formidable. Et à ce moment-là, Handicap International m'a dit, il y a des choses à faire en France, est-ce que ça t'intéresse de revenir? Et c'est avec beaucoup d'émotions que je suis revenu dans une association pour laquelle j'avais travaillé pendant 20 ans bénévolement. Vous
Oui, ça a été un grand, grand moment. J'ai appelé ça Retour vers le futur. D'accord. Donc directeur de la communication, pour commencer. Absolument, des événements, de la mobilisation, de la sensibilisation. Et comme tu montes toujours un peu plus haut, finalement, Ça, c'était en mars 2016 et en janvier 2017, oui, on me demandait d'être directeur France. D'accord. France, c'est combien de personnes? Alors, c'est 60 personnes. On voit quelques visuels. Voilà, quelques visuels de l'émission et des communications. Mais Hervé vous parlera de ce qu'il sait faire aussi et de ce qu'il fait pour nous. Oui, on est 60 personnes au siège ici qui est place Ambroise-Courtois, à côté des Frères Lumière. Et on est dans un bâtiment qui a plus de 350 personnes, puisqu'on est dans le siège international avec la fédération. Alors après le publicitaire qui devient annonceur, on passe à l'annonceur qui devient publicitaire. Donc Hervé Devineau, ça a commencé chez DIM, enfin voilà, directeur manager pour les collants. C'est ça. Ensuite Etam. En fait, ça a même commencé en stage. J'ai commencé en stage chez DIM et c'était le lancement du sous-vêtement masculin, on en parlait tout à l'heure, avec des choses assez incroyables et je pourrais faire une anecdote tout à l'heure effectivement là-dessus, sur la relation agence et le poids de l'agence parfois dans le développement des marques en fait. Ensuite, ça a été Etam, Dircom, puis directeur de collection. Tout à fait. Vanity Fair Lingerie, directeur marketing de la communication. Et enfin Bata, directeur marketing Europe. Oui. Et à ce moment-là, c'est un grand moment de vérité. Il faut que je passe en agence. Oui, non, pas passer en agence. En fait, un grand changement, une motivation depuis jeune d'un esprit d'entreprise. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans des belles marques et des marques textiles, mais en même temps, j'avais toujours l'impression que c'était mes marques, puisque l'avantage à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours vrai encore, mais c'est que ces marques-là laissaient beaucoup, beaucoup d'autonomie, mais vraiment énormément. Donc ça a permis moi de développer et de travailler beaucoup. Le textile, c'est aussi beaucoup sur le développement de marque, qui est aujourd'hui le positionnement de l'agence en fait, puisque tous les 6 mois, à minimum, on change les collections, on change la communication, on lance des nouveaux produits, on met en branle des systèmes de recherche et développement, d'innovation. Et donc à un moment donné, je me suis dit, c'est bien, mais pourquoi je ne le ferais pas pour moi-même, plutôt que le faire pour des marques, mais de manière interposée. Voilà. D'accord. Donc ça a été d'abord Émulsion à Paris. Oui. Et puis finalement Lyon. Pourquoi Lyon? La montagne, ça vous gagne. Donc non, là oui, le rapprochement. Moi, je suis bourguignon d'origine, donc c'est vrai que pour faire simple, il y a à peu près la moitié des gens que j'aime bien qui sont à Paris, l'autre moitié qui étaient sur Lyon. Et moi, je faisais des allers-retours entre les deux, et pour des raisons et personnelles et effectivement de vie, de type de vie, notamment avec des enfants, j'ai choisi de venir à Lyon, qui était du coup une double aventure, puisque j'ai repris une agence qui à l'époque qui s'appelait Arc, qui n'était pas en super bonne santé, donc avec un espèce de double risque, venir dans une ville qu'on ne connaît pas, voilà, mais je ne regrette pas. D'accord, donc Arc, après il y a eu différentes évolutions, Brandeley, Devineau. Oui, tout à fait. Finalement, on va faire simple parce que c'était. Il y a eu beaucoup d'étapes. Et finalement, l'agence actuelle, Les gens et vous, qui travaillent en fait avec. Vous êtes à Paris. C'est deux structures différentes, mais qui se partagent la même marque et les mêmes valeurs et travaillent ensemble. Exactement, tout à fait. Oui, et le passage Brandeley Devineau, c'était pour intégrer en fait un studio de création spécialisé dans le haut de gamme et dans le luxe. Donc c'est vrai que ça a été des apprentissages successifs en fait de différents talents et différentes valeurs ajoutées. Parce que là, on peut peut-être voir des visuels de campagne, parce que l'agence est quand même très tournée sur. Alors c'est vrai qu'on a un positionnement qu'on définit nous, alors qui veut tout dire et rien dire, mais comme développement de marque, c'est vrai qu'on met une attention particulière sur le planning stratégique et après sur les idées créatives et l'exécution visuelle. Donc là c'est vrai que vous avez, alors je ne sais pas si c'est en plein écran, mais voilà. En plein écran. Super, magnifique. Vous avez une campagne qu'on a réalisée pour 1883, qui est la maison Routin qui est à Chambéry, pour lequel on travaille depuis 6 ans, et on y reviendra parce que dans les relations agence-annonceur, la fidélité c'est aussi un indicateur qui pour nous est extrêmement important. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences qui raisonnent sur les prix gagnés. Nous on raisonne plus sur la fidélité des gens qui montrent le niveau de satisfaction qu'on peut avoir. Ça c'est une des dernières campagnes qu'on a fait pour la collective des arts de la table, donc un appel d'offres qu'on a gagné en mars dernier. Donc avec il y a tout un dispositif, mais je dirais que là ça vous permet de voir visuel publicitaire. Qu'est-ce qu'on a après?
J'ai pas mis tout ce que Oui, non, mais c'était juste C'était pour donner une illustrer. idée. André? Ça, c'est la prochaine campagne André. Donc là aussi, c'est intéressant parce que dans les relations, mais on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure, mais ça, c'est des... Quand on est en agence, en fait, on croise des gens. On croise des gens qu'on aime bien et qui nous aiment bien aussi. Donc c'est souvent réciproque. Et en fait, ces gens-là, ils bougent. C'est-à-dire qu'ils nous rappellent. Et donc là aussi, c'est un niveau de fidélité un peu indirect qui est quand même intéressant et qui est aussi un signe que le travail qu'on fait est humain. Et on y reviendra, je pense, avec Xavier, et qualitatif, est satisfaisant puisqu'on nous rappelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Alors ça, c'est l'actu du jour. C'est la grosse actu du jour. Ouais, alors c'est même l'actu de demain, parce que je me suis trompé d'un jour en disant que c'était aujourd'hui, c'est demain. Donc c'est en exclusivité, vous voyez. Mais oui, c'est le lancement de Place du Marché, en fait, qui est le nouveau nom, en fait. Enfin, en tout cas, Toupargel se transforme et s'élargit en Place du Marché. Donc Toupargel, c'est une grosse entreprise régionale, hein, puisqu'ils sont à j'arrive jamais à le dire, Saint-Civrieux-d'Azergues, donc dans la région lyonnaise. Et ils ont complètement repositionné leur offre, et nous, on les a accompagnés. Je dirais du changement de nom, tout ce qui est branding et tout ce qui est communication. Et les premières communications publicités sont demain à l'écran et sur le digital. D'accord. Changer de nom quand on s'appelle Toupargel, c'est pas facile. Non, et ben en fait c'est... Parce que c'est une marque que tout le monde connaît en fait. Oui, tout à fait. Alors c'est une marque que tout le monde connaît, c'est une marque qui avait besoin aussi de se renouveler. Mais... C'est surtout qu'ils ont élargi l'offre, puisque du surgelé, ils passent aussi à des produits frais. Puisque, alors sans rentrer peut-être encore un peu dans le détail, hein, ça a été repris à la barre du tribunal de commerce maintenant il y a 1 an et demi, par des actionnaires de grands frais, et toute la logique, puisque vous le savez, toute la partie livraison à domicile est complètement en train de décoller, hein, compte tenu du contexte, mais ça accélère le mouvement, c'est pas une grande nouveauté, mais c'est bien de le dire. Et en fait, ils ont élargi l'offre à des produits qui sont des produits primeurs, donc des fruits et des légumes, de la boucherie, de l'épicerie, de la poissonnerie. Donc en fait, ils élargissent énormément l'offre. Donc il y a le surgelé en cœur de fonctionnement, on va dire, mais il va y avoir aussi, donc on va pouvoir commander ses salades fraîches, ses tomates et son poisson directement au même endroit. Donc c'est un gros enjeu pour eux, et la marque Toupargel pour nous, c'est un disparaît totalement. Et la marque Toupargel reste sur le surgelé, en fait. En fait, il y a Place du Marché qui passe au-dessus globalement, mais on retrouve Despi en boucherie, on retrouve Mandar sur la halle, des fruits et légumes, etc. Donc J'étais un peu surpris qu'on tue une marque aussi. Non, elle n'est pas tuée, elle est remise à son niveau de surgelé, en fait, par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant dans ta question, Jacques, c'est que c'était effectivement pour eux une grosse problématique de changement de nom. Alors je ne sais pas s'il faut parler maintenant tout de suite, mais en termes d'appel d'offres, parce qu'on a gagné un appel d'offres, hein, c'est vrai qu'ils nous ont demandé de travailler sur un territoire sans que le nom soit choisi. Ce qui est quand même toujours un peu spécial. Et en fait, nous, dans notre approche, et là aussi, ça fait partie complètement, je pense, de ces relations entre annonceurs, nous, on aime bien faire des points intermédiaires, et on a notamment travaillé sur une présélection de 4 noms, en fait, où on leur a dit, bah voilà, si vous choisissez ce nom-là, ça peut vous amener là. Si vous choisissez ce nom-là, ça peut vous amener là. Ils n'ont pas vraiment choisi, ils en ont gardé 2, qui faisaient partie de leur liste, hein, c'est pas nous qui avons on a inventé une partie des noms, et eux avaient aussi des noms, parce qu'il y a des aspects juridiques qui sont quand même conséquents. Et en fait, ils ont choisi 2, et nous, sur la recommandation finale, on a choisi une marque, et on a expliqué pourquoi on avait choisi qu'une, et comment, et pourquoi. Celle conçue par l'agence. Non, c'était leur nom. Ah, c'était leur nom. Donc c'était vertueux là. Non, et en plus c'était intéressant parce que on avait 2 approches initiales, une qui était très publicitaire avec effectivement notre nom et un concept publicitaire où on aurait pu avoir potentiellement un prix publicitaire, et une approche qui était beaucoup plus cohérente, construite, constructive, et même dans leur gène, qui était effectivement Place du Marché, qui est comment on peut retrouver finalement cette proximité, parce que leur force c'est la livraison, hein, ils font encore des services livraison personnalisés, avec des gens qui prennent les commandes au téléphone, avec des personnes parfois un peu âgées qui sont en place périurbaine, hein, donc, ou carrément à la campagne. Donc il y a vraiment ce côté humain qui a été mis en avant, et Place du Marché, ça incarnait vraiment ça. Et on leur a dit, nous on vous recommande ça. Sinon vous voulez gagner un prix, on vous dirait de prendre l'autre, mais ce qu'on veut c'est que ça marche. Tu as vraiment dit ça comme ça. Ouais. Ah oui. Ouais. D'accord. Ah, tu sais, ça fait partie de nos convictions. Il faut dire ce qu'on pense et penser ce qu'on dit. Très bien. Et on termine notre dernier visuel, et ça va faire la passerelle avec Handicap. Voilà, puisque l'agence travaille aussi pour Handicap International. Ouais, tout à fait. L'histoire, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure.
avec Xavier, bon, il y a plein d'anecdotes et plein de super moments. Donc c'est vrai que Xavier, on a été associés, déjà effectivement comme tu l'as signalé, groupe 361 puis Arc avant que ça s'appelle Les Gens. Et puis un jour, Xavier est venu me voir en me disant voilà, je suis gêné, voilà, il m'a parlé de son projet sur aide et action, et je lui ai répondu très rapidement. Je lui ai dit mais Xavier, c'est tellement toi, t'as même pas à hésiter, fonce. Voilà. Et donc là aussi, c'est l'humain, hein, je crois que tu en parleras peut-être Xavier aussi, c'est un point important. C'est justement essayer de comprendre l'autre, c'est quand même juste fondamental. On fait des métiers de passion. Parfois, on peut l'oublier parce qu'on a aussi de la pression. Donc, la pression enlève parfois un peu les attributs positifs de la passion. Mais c'est vrai que c'est des rencontres. Nous, d'ailleurs, l'agence, notre claim publicitaire, c'est tout commence par une rencontre. Et franchement, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et avec Xavier, c'est une super rencontre. Et c'est vrai quand il est... Alors, je ne sais plus comment ça s'est passé d'ailleurs, Xavier. Je ne sais plus si c'est toi qui es revenu ou autre. Enfin, il nous a dit... Bah, travaille sur les produits solidaires, qui sont des super choses, mais ça je vais lui laisser en parler. Et puis bah, nous on a dit bah oui, on vous accompagne pour ça, c'est quelque chose qu'on va faire avec plaisir. Alors Xavier, toi tu es l'annonceur de service, et donc Oui, le début le premier thème c'est le choix d'une agence. Donc toi tu as maintenant l'expérience d'être choisi et de choisir. Étant entendu que handicap a combien d'agences? Alors c'est variable. Je commence par le choix d'une agence. En ce qui nous concerne, c'est très particulier puisque on travaille On n'est la pas un plupart du client temps. comme les autres. On n'est pas un client comme les autres. On travaille la plupart du temps avec des agences qui veulent bien travailler bénévolement. Il n'y a qu'une agence globalement que l'on rémunère, c'est celle qui fait du marketing direct parce que là il y a un métier, et c'est que leur métier, ils ne font que ça. Et pour faire simple, on a à peu près 2 millions de contacts en base de données, quelque chose comme 450 000 donateurs réguliers. Il faut faire des marketing direct papier en permanence et puis on passe sur le digital. Et c'est du data, c'est de l'analyse. C'est un métier extrêmement prenant, c'est beaucoup de temps passé. Et donc ça, on le rémunère. D'autre part, on a les produits, comme le disait Hervé, et les événements particuliers spéciaux sur le plaidoyer. Et quand j'ai... quitté Hervé et qui m'a fait cette phrase qui est la plus belle qu'on m'ait jamais faite. Il m'a dit c'est tellement toi, c'est vraiment reconnaître ce pourquoi j'étais fait. Et c'est là que j'ai eu le déclic, il me dit mais il a raison. Donc je n'hésite pas, j'y vais. Et c'est vrai que quand il a fallu que je revienne à la communication de Handicap International, je me suis dit mais comment est-ce que je peux retrouver cette énergie que l'on avait nous développée pendant 20 ans pour Handicap International avec les équipes de ce qui était devenu le groupe 361, sans jamais défaillir, sans jamais refuser, et même mieux que ça, quand on partait, je ne sais pas si tu te souviens Hervé, en prospection, quand on revenait avec un client, souvent les équipes disaient oh, encore, oh là là, encore du boulot. Quand c'était Handicap International, rien, toujours engagé, toujours motivé. Et c'est vrai qu'on a fait, je crois que les plus belles campagnes que moi, du côté publicitaire, j'ai faites, c'était pour Handicap International. Tellement l'engagement était fort, tellement la volonté de bien faire était forte. Et donc, j'ai téléphoné à Hervé, j'ai dit, écoute, voilà, on est sur des produits, il s'agit de faire la stratégie de marque produit, il s'agit de faire les packaging, il s'agit de faire les communications télé, les communications print et les communications digitales. Est-ce que tu veux bien? Et il m'a dit, mais bien sûr. Et ça, c'est la marque de ce qu'il disait, c'est-à-dire la fidélité. On ne va pas répéter les cours que vous avez eus, hein, les uns et les autres, avec d'éminents spécialistes comme Jacques ou Laurent Pelazzo, mais peut-être vous faire part de nos convictions. La première conviction qu'on partage avec Hervé, c'est de tenter d'être en vérité, c'est-à-dire de dire les choses. Et surtout, de ne pas travailler avec les gens pour lesquels vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Si d'emblée, vous êtes dans un appel d'offres et que d'emblée, vous sentez que là où ils veulent vous entraîner, ce n'est pas là où vous voulez aller, mais arrêtez tout de suite. Parce que de toute façon, ça va à l'échec. Et on ne travaille bien qu'avec des gens avec qui on s'entend à tous les sens du terme. Il faut vraiment partager les valeurs humaines, les valeurs marketing, les valeurs communication et même les aspects instinct créatif. Sans ça, on va nulle part. Et sans ça, c'est un balai permanent d'annonceurs et d'agences qui ne cesse d'engraisser les agences de sélection d'agences. Mais c'est tout. Globalement, ça n'enrichit pas ni le client ni l'agence en termes d'enrichissement personnel et financier.
Moi, je vous avais prévenu, hein, c'est complètement différent du discours de ce matin. Tu choisis quand même des agences, bien sûr, tu ne fais pas des compétitions. Alors si, puisque... tu fais des compétitions quand même. Pas pour le Pablo Gracieux, certainement pas. Mais en revanche, pour ce qui est de l'agence que l'on rémunère, qui est Isoscale, qui est une très bonne agence à l'ancien Mediaprisme, qui appartenait au groupe La Poste, eh bien, Isoscale, on est obligé tous les 3 ans, et c'est une règle éthique, on est obligé de les remettre en cause. Et on remet en cause tous nos fournisseurs tous les 3 ans parce que c'est une obligation que l'on se donne de manière à avoir chaque fois le meilleur service, le meilleur produit, le meilleur rendu par rapport à l'investissement. Ça pour toutes les agences même Pour toutes les agences et pour tous les partenaires et fournisseurs. Oui. Oui, absolument. C'est une règle globale. Et donc, agence, combien finalement? Alors, il y a Isoscale, il y a Les Gens. Il y a Les Gens, j'avais dit que je devais le répéter plusieurs fois. Oui. Il y a... J'ai pas entendu, tu dis Les Gens. Il y a Acti aussi, de Laurent Constantin. Alors, c'est une très belle histoire. Hein. J'aurais pu venir aussi avec Laurent Constantin. Donc, pour les jeunes actifs, c'est Agence Digitale. Agence Digitale, avec qui je déjeunais avec lui, puis je lui dis, voilà, j'ai du mal à trouver une agence bénévole pour le digital. Il me regarde et il me dit, ben, moi, j'ai super. Et Laurent, je l'ai rencontré chez Handicap International parce qu'il avait refusé de faire son service militaire. À l'époque, il y avait un service militaire, monsieur. Et il avait fait 2 ans chez Handicap International. C'est avec lui qu'on avait lancé le premier sac à sapin. Voilà, donc on a je te signale que depuis, il n'est plus objecteur de conscience. Il est devenu officier de l'armée. Oui, je sais, de réserve. De réserve, oui, bien sûr. Comme quoi on peut changer d'avis. Ouais. Comme quoi, il faut être rebelle à un moment donné. C'est évident. D'accord. Et donc en fait, tu vas voir une agence et tu n'as même pas besoin de consulter. Tu vas voir une agence et on te dit « Ah mais monsieur, bien sûr, on va travailler Alors pour pas vous. du tout, pas du tout. D'abord, on fait un cahier des charges. D'abord, ce qui est important, et vous le savez tous et toutes, c'est le brief. Et qu'on challenge beaucoup le brief, le cahier des charges en question. On discute énormément, comme le disait Hervé. J'ai énormément de convictions, mais très peu de certitudes. Et de ce point de vue-là, j'aime bien être challengé. Mes équipes le savent. Hein. J'ai toujours des idées, donc je les propose. Et ils viennent me dire, celle-là, tu peux l'arranger, s'il te plaît. Ou celle-ci, elle vaut le coup, etc. Pareil pour les agences. Et je me bats pour dire que l'idée créative n'appartient pas aux créatifs d'agence. C'est totalement faux. La création appartient à tout le monde. Et c'est vrai que moi, on s'est retrouvé avec Hervé, avec des gens dont ce n'était pas le métier, qui pondaient l'idée de la campagne. Ensuite, il y a des métiers pour mettre en forme. Il y a des génies de la mise en forme, visuelle ou rédactionnelle. Ça, oui. Mais l'idée, le concept même, ça peut venir sous la douche, ça peut venir dans le métro, dans le tram, quand on le prend et quand on se déplace aujourd'hui, c'est compliqué, mais ça peut être n'importe quand, et tout le monde est appelé à être créatif. Il n'y a pas de règle pour dire un tel est créatif, l'autre pas. D'ailleurs, moi j'ai été, et Hervé le sait, commertif ou créatial, c'est comme tu veux. Oui. Commertif, commercial, créatif. Créatial. Créatial. Donc, là, on ne s'y retrouve plus après. Comme tu veux. Est-ce qu'il y a des agences qui refusent de travailler pour handicap? Bien sûr. Et ça, je ne leur en veux pas. Tu sais, Hervé pourra t'en parler, mais c'est du temps. C'est du temps, c'est du talent, c'est des choix. C'est-à-dire que tu priorises. À un moment donné, il faut faire une campagne dans tel ou tel domaine, sur tel ou tel sujet. Et puis en même temps, tu as un appel d'offres. En même temps, tu dois livrer. Et comment tu fais tout ça? Donc, c'est vraiment de la bonne volonté. Et je dois dire que Hervé et ses équipes ont toujours été à nos côtés, celles d'Acti aussi, parce que simplement, ils le veulent, ils le souhaitent. On a simplement fait un appel. Et puis cet appel a trouvé une bonne réponse. Et ensuite, ils y vont. Et ils ne se posent pas la question. Et c'est ça qui est très intéressant. Et même quand ils ont du boulot, on échange. Bien, tu peux décaler un peu le truc. Là, on s'arrange. Il n'y a pas non plus de diktat. Ouais, si je peux compléter ça, peut-être oui, effectivement, ce qui est important aussi dans la relation, en l'occurrence celle-là, mais je pense dans toutes les relations agence-annonceur, c'est, en tout cas pour nous, c'est la construction. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être fier si on construit des choses ensemble. Et donc, ça nécessite un certain nombre d'approches que nous, on a formalisées sous un nom de méthodologie qui s'appelle la marque intime, mais je dirais qui représente juste cette philosophie de faire des choses ensemble. Et je pense que là, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le passé d'ex-annonceur, en fait, pour avoir vécu aussi des agences qui venaient avec beaucoup de convictions, mais pas beaucoup de connaissances, et parfois complètement à côté de la plaque. C'est vrai que nous, en tout cas, on prend un autre chemin. À côté de la plaque, ça veut dire ça veut dire j'écoute mon nombril et puis ça s'arrête là, quoi. Donc, bon, c'est sympa, mais on n'a pas toujours envie d'écouter le nombril des uns et des autres. Il se trouve qu'il y en a, c'est assez intéressant d'écouter leur nombril, il faut être honnête, hein, mais pas tous. Donc, voilà. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on fait de la co-construction, on fait de la co-création. On a fait des réunions avec les équipes de Xavier quand il y a eu des problématiques, effectivement, d'architecture de marque, d'architecture on parlera de ça produit. après, mais on termine un peu sur le... Non, mais attends, tu peux avoir tes
questions, moi, non, nos réponses. Ça, j'ai bien compris. Non, mais, vas-y, Hervé, non, mais voilà, poursuis. pour moi, c'était la construction qui est effectivement super importante, Oui. et la co-construction. Non, mais c'était pour terminer sur le choix d'agence, quand même, Oui. tu as une certaine expérience du choix d'agence, puisque en tant qu'annonceur. Donc, qu'est-ce que le bon choix d'agence Choix d'agence, il y a un peu les deux côtés, parce que je les ai vécus des deux côtés. Hein. C'est vrai que il y a des expériences agences. Donc, tu as retourné les arguments en changeant Non, en fait, c'est une question, comme toujours, de positionnement et d'humanité et de type de personnalité, hein, puisque c'est vrai qu'il y a des marques qui ont envie d'avoir des agences qui brillent, parce qu'il y a des gens brillants à l'intérieur, parce qu'elles ont peut-être les moyens aussi, ou elles pensent avoir les moyens, ça c'est après un autre sujet. Ça, c'est les grandes marques. Pas nécessairement, pas Non. nécessairement. Hein. Moi, j'ai des anecdotes d'une grande enseigne régionale, on va dire, qui rêvait d'une agence et qui lui a dit rendez-vous tel jour pour le brief dans un endroit, on va dire, pas très loin des Alpes. L'agence en question, qui est une grande agence que tout le monde admire, qui a dit vous êtes gentil, mais nous, ça sera tel jour à Paris, telle heure. Ouais. Sinon, on vient pas. D'accord. Bon, ça prend une claque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis? Ils y sont allés à Paris. Je me doutais qu'ils y étaient allés. Non, mais attends. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une mécanique de fonctionnement. Quand on parlait effectivement d'association, Absolument. c'est une mécanique de fonctionnement avec un certain type de profil. Donc c'est vrai, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, il faut effectivement être en phase avec les gens avec qui on travaille. C'est vrai aussi dans les relations amicales ou dans les relations amoureuses. Et quand on est en phase, ça va beaucoup mieux. On construit, on avance, on a confiance les uns dans les autres. Et de toute façon, même s'il y a forcément un petit problème en cours de route, ça arrive toujours, même si on essaye de l'éviter, on le dépasse et on va effectivement plus loin. Voilà. J'ai un dernier choix d'agence dont je t'ai pas parlé, Jacques, c'est Strike. Strike, c'était des gens qui travaillaient dans une autre agence, qui ont très bien travaillé pour nous. Et puis, il est parti. Et en partant, on discute, et il me dit, oui, je vais monter mon agence. Appelle-moi si tu veux. Mais enfin bon, quand on démarre, hein, Hervé, on a autre chose à faire. Eh bien non. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, il y a tel sujet, c'est du sujet de plaidoyer. Les plaidoyers pour nous c'est fondamental, hein, parce que pour rappel, on est une organisation qui est installée sur deux grands piliers. L'aspect programme sur le terrain auprès des populations victimes des conflits, les populations, les personnes handicapées, etc. Et puis le plaidoyer, c'est-à-dire on est vraiment agent de changement du monde politique au sens international, puisque on a en 1997 fait signer un traité international d'interdiction des mines antipersonnelles. On est prix Nobel de la paix. Et après, en 2005, ça a été contre les bombes à sous-munitions. Aujourd'hui, on se bat pour faire cesser le bombardement des civils. Et comme les droits internationaux militaires et les conventions de Genève existent, c'est simplement faire signer une déclaration politique. Et là, on a 90 États qui nous suivent aujourd'hui. Eh bien, j'ai cherché une agence pour mettre en forme ce type de discours et surtout faire la mobilisation citoyenne forte, massive, qui permet de signer des pétitions. Là, on n'est pas dans la communication publicitaire. Ah non. Et là, c'est Strike qui est arrivé avec des idées absolument géniales. En plein confinement, on était tous chez nous, on n'osait pas sortir, on avait peur. Et ils ont fait une campagne dont l'accroche était bombardement des civils, seuls les murs de l'indifférence doivent tomber. Et ça c'est extrêmement fort parce que c'est contextualisé par rapport au confinement. Et seuls les murs de l'indifférence doivent tomber. C'est une forte mobilisation citoyenne que l'on veut pour nous rejoindre. Donc Strike a osé faire ça en plein démarrage. Il n'avait pas encore de bureau. Donc c'est vraiment une histoire d'homme et de fidélité. Je vois Laurent qui est là, Laurent Pelazzo, on s'est connu, j'ose même pas dire quand, il a travaillé dans l'agence que je dirigeais. Jacques, je t'ai rencontré et on a fait des choses ensemble absolument formidables. Hervé aussi. Et c'est cette fidélité qui compte sur l'humanité. Il y a une phrase que je suis allé rechercher quand on préparait avec Hervé, d'Aristote. Et c'est pour moi tout ce qui nous guide. Le cœur est le siège de l'intelligence. Ça, c'est très fort. Parce que ça veut dire que c'est l'intimité qui parle. Et c'est cette intimité qui a raison de tout. Et quand on est dans une relation humaine, alors on est dans le vrai. Et seul le vrai nous sauvera. Et seul nous sauvera même en marketing communication. Bon. On revient quand même un petit peu au choix d'agence traditionnelle. C'est plutôt philosophique, mais c'est Oui, bien oui, non, philosophique mais et traditionnel. C'est très bien, j'espère que vous n'y avez pas passé la nuit quand même. Aussi, mais bon, bref. Mais Nos nuits sont plus belles que tes jours. Il dort pas beaucoup. Avant de, Il dort pas avant de parler des relations agence-annonceur, Ouais. quand même terminer sur Ouais, t'es sur une le- chose dont on n'a pas parlé ce matin, je leur en avais parlé auparavant, Oui. le précédent, c'était les agences de conseil en choix d'agence conseil. Oui. Donc,
Donc tu as été dans un type d'annonceur qui est bien le type d'annonceur qui passe par ce... Alors, en l'occurrence, non, parce Non. qu'en fait, dans l'activité textile, mode au sens large, on a quand même une grosse culture de l'image. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt dicté par qui va prendre les photos, quel est le mannequin, etc. Et donc, les agences qui savent faire ça, a priori, on les connaît. Très peu. Alors, il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai qu'on les connaît. On voit surtout, effectivement, ce qu'ils ont fait en dernière réalisation. Donc, moi, en l'occurrence, sur quand même une quinzaine d'années de directeur marketing, j'ai fait une fois un appel d'offres, uniquement. Le reste, c'était, j'allais voir les agences, je les rencontrais, je voyais la personnalité des dirigeants. Si j'allais les voir, c'est bien sûr que j'avais vu des choses qu'ils avaient fait que je trouvais intéressantes par rapport, pas dans l'absolu, mais par rapport à notre problématique. Et je décidais en fonction des rencontres que je faisais. Voilà. J'ai fait une fois un appel d'offres parce que chez Vanity Fair, en fait, il y avait 4 marques qu'il fallait regrouper sous une marque. Donc là, il y avait une dimension qui dépassait simplement je vais faire une campagne, c'était comment je vais regrouper 4 marques avec une stratégie de rebranding de 3 des marques. Enfin bon, c'était vraiment un gros sujet. Et là, j'étais arrivé il n'y a pas très longtemps dans l'entreprise, on va dire, et j'avais besoin d'ouvrir en fait pour affirmer ou contrer un peu les convictions que j'avais là. Donc c'est le seul moment où je l'ai fait. Et après côté agence, donc du coup effectivement les appels d'offres par rapport à ta question sur les cabinets de recrutement, c'est vrai que moi passant de l'autre côté, j'ai pendant longtemps été contre parce que notamment c'était un système payant. Donc grosso modo, si la perception que j'en avais, qui n'était pas forcément juste d'ailleurs, c'était En fait, tout le monde paye. tout le monde paye. Donc, et à l'époque, c'était pas transparent. Ça l'est depuis. L'annonceur paye puisqu'il achète une prestation. Ça l'est depuis. Voilà, il fallait être et abonné. Les agences doivent être adhérentes, donc il fallait être abonné. Ça coûte assez cher quand même. Ça coûtait assez cher, mais au-delà de ça, je trouvais que le mécanisme, c'était tu n'étais pas adhérent, tu n'étais pas dans le pitch, quoi. Bon, voilà. Après, ça a changé. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de payer un abonnement. Alors, ça dépend, mais globalement, on n'est pas obligé, en tout cas dans les 2-3 gros cabinets. Ça fonctionne. Après, leur méthodologie est quand même assez lourde, mais assez bien, puisqu'elle permet justement d'aller, enfin je ne sais pas si vous connaissez le processus, mais le processus c'est déjà de faire ce qu'ils appellent une longue liste, donc une sélection en fait sur dossier, référence et une note de réflexion qu'on vient soutenir. Après, donc ils choisissent effectivement les 3, 4, 5 agences. Ils essayent de limiter sur la shortlist. Et après, il y a des étapes intermédiaires d'échange et de présentation avant la présentation donc c'est lourd. finale. C'est un gros boulot. Donc c'est très lourd. De toute façon, une compétition, c'est très lourd pour une agence. Et surtout, les perdants sont rémunérés, en général. Oui, alors... oui ou non. Défrayé. Défrayé. La rémunération, le défraiement, bon déjà, on va dire que symboliquement, c'est mieux. Mais dans la réalité, ça couvre absolument pas. Si je suis généreux, ça couvre entre 5 à 20% des frais qu'on a engagés sur une compétition, si on a vraiment envie de la gagner. Parce que c'est un peu aussi la contrainte ou la problématique de nos métiers. C'est que pour gagner... Je comparais ça à de l'architecture en fait. Finalement, un projet, en fait, les marques, elles achètent un projet, c'est-à-dire que la maison, elle est quasiment faite, quoi. Certes, les plans sont en 3D, mais la maison est faite. Et si on ne va pas jusqu'au bout, bon, voilà. Fut un temps peut-être que Xavier a connu quand il était en agence, où l'idée était clé, c'est-à-dire que on vendait l'idée. Alors, on vend toujours les idées. Ça, c'est sûr, c'est un élément dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même juste fondamental. C'est quand même l'idée qui va construire aussi les choses et autour desquelles on peut faire. Mais aujourd'hui, ne vendre que l'idée, c'est pas suffisant, quoi. D'accord. C'est pas suffisant. Il y a tellement de supports avec les extensions de digital. Avant, voilà, on avait une idée, on le mettait en télé, en radio ou en affichage, et puis point, c'était fini, quoi. Aujourd'hui, non, c'est pas suffisant. Tu as déjà été sélectionné ou tu n'es jamais allé Oui, non, on a déjà fait des pitchs. On n'est pas, vu notre approche, comme tu comprendras, on n'est pas spécialement dans cette approche-là où il faut avoir une approche quand même qui est très séductrice. Nous, on préfère être effectivement proche. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas être séducteur. Mais est-ce que c'est pas plutôt l'agence parisienne là, qui est sollicitée ou... Même pas. On n'est pas très preneur en fait de ces approches-là parce qu'on a quand même un contact qui est très filtré avec les personnes avec qui on est censé travailler. Et à la base, une compétition, c'est quand même pour donner le meilleur pour la marque. Donc on considère qu'avoir un peu plus de contact, de connaître un peu mieux les gens, c'est quand même mieux. Cela dit, on en a fait, on en a gagné, on en a perdu. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des accros de ça. Après, un petit point aussi très concret, on est à Lyon. Quand on est à Lyon, on nous contacte plutôt sur des projets qui sont à Lyon, sauf que bon, on connaît les gens qui sont à Lyon. Donc
là aussi j'ai une anecdote, parce que nous on n'était pas dans le, dans le pitch, d'une enseigne de cuisine régionale, on va dire, qui fait son pitch par VTScan en l'occurrence. C'est tout récent, ça. Assez récent. Donc on dira pas de nom, mais tout le monde a compris. Et en fait, il fait venir les agences de Lyon à Paris alors qu'ils étaient à 300 mètres, leur siège était à 300 mètres de la marque, quoi. Bon, c'est quand même un peu surprenant, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas, je trouve que c'est pas forcément la meilleure manière. Je pense que c'est très adapté pour un certain nombre de choses. Quand on a une agence à Lyon, bon, c'est vrai on est rarement pitché sur des marques qui sont à Paris. Mais ça va peut-être changer avec le télétravail. Aujourd'hui, quand même, les agences régionales sont souvent consultées. Avant, pas du tout. Enfin, moi, j'y étais. On l'a été, nous, quand on avait notre agence. On était sur Procter, on était partout. Mais l'anecdote que j'ai, pour poursuivre sur celle d'Hervé, quand j'étais chez Havas Dentsu Marsteller, on travaillait pour une énorme marque de pâtes fraîches, installée à Lyon. Et ayant travaillé à Paris avec mes équipes, j'arrive à Lyon en 91 pour des choix personnels comme ceux d'Hervé, et puis aussi pour me recentrer un petit peu parce que Paris ça broie un petit peu, et bien je vais les voir. Jamais. Il fallait aller à Paris. Alors les choses évoluent, ça change. Évidemment. D'ailleurs, je crois que tu travailles un peu pour ce groupe aujourd'hui, mais ça a été pendant très longtemps le cas, hein. Très très longtemps le cas. Moi je suis tombé de mon tabouret quand j'ai entendu ça une fois. Mais ça va avec effectivement le confinement, avec le télétravail, avec l'éloignement obligé. On est en train de prendre conscience que l'éloignement n'est pas si compliqué que ça. La rencontre, oui. La rencontre est compliquée. Ça, on le sait tous. Alors revenons, puisque on était parti sur les relations agence-annonceur. Tu as parlé de la marque intime. Oui. Alors, puisque vous travaillez ensemble, vous allez pouvoir expliquer comment, quel type de relation avez-vous finalement étant entendu que c'est quand même un budget un petit peu particulier. C'est un budget quand même, parce que, pour faire simple, ça fait un peu plus de 4 millions de chiffre d'affaires, 2 produits. On fait travailler 30 personnes à l'année dans un ESAT pour ces 2 produits. On vient d'en lancer un nouveau qui est des pochettes cadeaux. Donc c'est quand même un sacré budget. En dehors des honoraires de l'agence, il y a aussi pas mal de choses à faire. Oui, c'est-à-dire que... Il y a de l'achat d'espace, il y a de la production de... Alors, achat d'espace, par exemple. Handicap International, moi, donc 20 ans, j'ai travaillé pour eux. Ils ont développé, depuis l'interne, une véritable capacité à aller chercher du gracieux. Aujourd'hui, le gracieux en médias que nous obtenons encore aujourd'hui, c'est entre 7 et 15 millions. 7 et 15 millions. D'accord. Je viens de faire une campagne... Donc quand tu dis 4 millions, ça... C'est 4 millions de chiffres. De chiffres. Que l'on obtient, donc de vente dans les grandes surfaces pour les sacs à sapin, les couvre-livres et aujourd'hui maintenant les pochettes cadeaux. Et on obtient... alors l'achat d'espace, je parle toute campagne confondue. Et c'est pas que pour ce mandat-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive encore à mobiliser beaucoup de gens dans le gracieux grâce à ce que l'on fait. Et donc pour les budgets, c'est pareil. On fait on essaye. C'est simple. Au fond, tout l'argent qu'on gagne, nous, on est redevable de vous si vous donnez, de toi si tu donnes. D'ailleurs, tu donnes ce que tu veux. J'ai ici ce qu'il faut pour que tu puisses donner. Tout le monde peut donner. Handicap-international.fr, vous donnez ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, revenons au sujet. C'est que chaque euro qui nous est donné, on le compte pour aller sur la mission. Donc des gens qui donnent du temps, c'est tout ça qui est économisé pour mettre sur la mission. Donc mon boulot, il est de bien mener cette organisation, sa communication et toutes les activités que l'on a en dépensant le moins possible, parce que l'argent que l'on gagne, c'est forcément pour faire vivre nos missions sur le terrain, venir en aide aux populations vulnérables, aux personnes handicapées. Sinon, je ne ferais pas mon boulot. Donc dans le mode de fonctionnement, oui. Jacques, peut-être sur la marque intime, donc un tout petit mot sur la marque intime, effectivement, c'est une méthodologie qu'on a appliquée, effectivement, qui est plutôt issue de ce qu'on a fait en annonceur. C'est un processus de l'agence ou c'est... Non, c'est un processus de l'agence, vraiment. C'est-à-dire la façon dont vous travaillez avec vos clients. Exactement, ouais, c'est exactement ça. On a un processus grosso modo en 4 étapes. Je fais extrêmement simple, mais on a une phase de diagnostic, là, qui est plutôt l'agence, mais on se nourrit beaucoup d'interviews, d'échanges. Donc il y a notamment très souvent... Ça, c'est au moment du choix, ça. Non, c'est au moment du brief. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le brief, on va faire un diagnostic et on arrive assez souvent à
à interroger un certain nombre d'intervenants, soit des gens qui décident, donc d'un comité de pilotage de décision, soit effectivement de clients, en tout cas ça dépend un peu des sujets, pour objectiver en fait notre analyse, puisque l'analyse on peut regarder des chiffres et se dire bon je pense que, etc. Donc on le fait, mais on met de l'humain aussi à l'intérieur, et on a une deuxième étape où on restitue en fait ce diagnostic, ce qu'on appelle nous le portrait intime. On restitue ce diagnostic et on échange effectivement sur le projectif. C'est le portrait de l'annonceur, c'est le portrait c'est le portrait de la marque. De la marque, de la bien sûr, marque, quand je dis l'annonceur, c'est... Mais bon, après, il y a quand même toujours dans la marque, il y a ça, des c'est gens restitué qui sont... au... Donc ça, c'est restitué à un groupe de pilotage, comité de pilotage en fait. Qui valide ou qui valide pas, qui dit, on restitue, non, mais c'est surtout qu'on les fait, on est en co-création. C'est-à-dire qu'on a bien entendu nos idées, donc on a des axes qu'on élabore, mais on construit en fait finalement ensemble le chemin et la solution. Et après, il y a une troisième étape où on est dans l'étape donc plus de création une fois qu'on a convenu les éléments. Donc ça, c'est le processus entier. On n'est pas obligé de faire le processus entier sur chaque sujet, mais en tout cas au démarrage, c'est souvent ce qu'on peut faire. Et après, ou dans la création, là, on est à un travail un peu plus classique, encore que on arrive avec des ouvertures, c'est-à-dire qu'on arrive effectivement avec des explorations, donc 2, 3, 4, ça dépend un peu de l'inspiration ou du sujet ou de la problématique. Là aussi, qu'on échange et qu'on fait. C'est vrai qu'on arrive très rarement, alors avec... je dirais, une solution unique en disant c'est ça et on monte sur la table comme un commercial acharné qui dit c'est ça, il faut que tu me prennes. Voilà. Comme pour les marques tout à l'heure de Tout Parle Gel. Oui, un peu. C'est exactement l'illustration. Là, ce qu'on l'a fait, c'est qu'on l'a fait dans le cadre d'une compétition qui est un peu moins facile à faire, puisque, bien entendu, il y a une équité. Toutes les agences ne travaillent pas comme ça, loin s'en faut. Donc, il faut qu'on adapte un peu ce processus, mais c'est le même mode de fonctionnement. Et donc, pour handicap, c'est vrai qu'on a fait ces approches-là. Alors, sur des sujets qui étaient parfois très concrets au départ, mais on a travaillé même ensemble sur des ateliers de co-création animés par les équipes de Xavier, sur de nouveaux produits. Nouveaux produits. Donc lancement d'un nouveau produit. Alors c'est drôle, nouveau produit pour handicap. Et oui, on est l'une des seules associations en France, ONG internationale, à avoir des produits. On a en interne un genre de PME sur des produits qui sont fiscalisés, puisqu'on vend et voilà. Ce qu'on appelle des produits, c'est des... Le sac à sapin, le couvre-livre, la pochette cadeau. Et aujourd'hui, on est sur le développement des objets, de nouveaux produits, toujours en grande surface ou en circuit traditionnel, mais grand public, avec une volonté farouche, c'est de répondre à notre mission. C'est-à-dire que ça doit absolument apporter un service additionnel aux personnes en situation de handicap, mais donc au grand public. Je rappelle que la télécommande a été inventée par quelqu'un qui était en mobilité réduite et qui en avait marre de se déplacer, et il a inventé la télécommande. Donc c'est bon pour tous. Et puis, un peu unique sur son marché, et puis surtout, dans le process de fabrication ou de vente ou marketing, etc., il y a de l'inclusion des personnes handicapées. C'est pour ça qu'on tient absolument à avoir ces ESAT autour de nous, qui sont notre mission France, en fait. On fait vivre des ESAT, on fait vivre des personnes handicapées, parce qu'ils travaillent à faire ces produits, à les mettre sous pli, à les mettre sous conditionnement, de manière à les proposer à la distribution. Alors, on travaille comment sur le lancement d'un produit comme ça, comme les surcouvertures? Pour les couvre-livres. Les couvre-livres. Eh ben, on vient avec notre cahier des charges et on va voir Hervé et ses équipes. On explique le problème que l'on a. Pour faire simple, aujourd'hui, je crois qu'il y a assez peu de produits qui ont cette longévité. Ça fait près de 30 ans que le sac à sapin est lancé. On est sur un plateau. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'on va redynamiser ce produit-là. Le couvre-livre a plus de 20 ans, comment est-ce qu'on fait? Vient s'insérer un nouveau produit. Qu'est-ce qu'on fait pour la marque? Comment est-ce qu'on harmonise et coordonne tout ça? Et puis la perspective prochaine... C'est très marketing tout ça. Mais tout à fait. Oui, c'est très marketing. On pourrait penser que c'est une communication un peu... bonnet phrygien et macramé? Par exemple. Oui, mais pas du tout. Juste pour te définir un peu la culture de notre organisation, qui est encore une fois une ONG, notre directeur général fédéral est un ancien associé McKinsey, et mon président France est l'ancien directeur d'EY. Donc si vous voulez, on parle KPI, on parle efficience, on parle marge nette, et encore une fois, heureusement, on est dans une professionnalisation à tout crin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on gère des millions. On est à près de 230 millions de budget consolidé au niveau international et on se doit d'être extrêmement rigoureux sur les dépenses et sur la façon dont on utilise ces fonds. Donc pour venir sur l'intimité, quand on travaille sur ces projets-là, on fait part tous de nos convictions et personne n'a raison. C'est l'intelligence collective, donc c'est une façon de travailler qui est vraiment sur une innovation ouverte. C'est un schéma de créativité
qui est souvent animé par Hervé et ses équipes, en planning stratégique, en réflexion. Et encore une fois, tout le monde est créatif. Et tout le monde ose dire tout et surtout n'importe quoi. Et c'est ça qui compte, parce qu'en se livrant comme ça, on rebondit sur les uns et les autres, on finit par construire une issue certaine, par le haut, vers des idées qui sont, pour le coup, créatives. Alors, Et notre travail d'agence, nous, il est effectivement de canaliser en fait ça. Bien oui, entendu, après, surtout Xavier, je pense. de le synthétiser, de le formaliser. Ça, j'aime ce qu'il en faut. Et après, effectivement, de le restituer. Donc, c'est aussi beaucoup de travail d'écoute, hein, puisque c'est aussi pour ça qu'on s'est appelé Les gens et vous, c'est qu'on veut faire les choses ensemble et pas effectivement chacun de son côté. D'accord, mais vous voyez souvent, c'est une fois par semaine, une fois par mois On se voit, on aimerait bien se voir souvent. Il est très pris, moi aussi. Nos équipes se voient plus que nous. Et puis on se téléphone régulièrement, on s'échange des informations. Voilà, la vie de fidélité en amitié, au niveau professionnel. Vous savez, il y a un truc intéressant, je trouve. Mon épouse me dit toujours, mais tu mélanges toujours le milieu professionnel et le milieu amical. Mais comment faire autrement quand on tisse des relations avec des gens? Je ne vais pas rentrer chez moi et fermer la porte à Hervé parce qu'il est l'agence qui a travaillé pour moi. Pour moi, c'est une... Ouais, c'est ça, être en humanité, c'est considérer qu'on est tous au même niveau. C'est pas parce que je suis le client que j'ai raison et que lui, il est fournisseur et qu'il a tort, et l'inverse non plus. Il n'y a pas de gouroutisation. Il y a une équivalence des idées, des modes de fonctionnement, des concepts, des échanges, et on est tous à égalité. J'aime bien parler, c'est une petite digression sur le mot égalité, pour dire équité. On est tous en équité sur nos droits et devoirs, y compris quand on travaille, et après, y compris le soir quand on va boire un coup, ou quand on pouvait boire un coup, quand on pouvait aller au resto. Alors je suppose que tous tes clients ne sont pas comme ça. Non, là, c'est effectivement, on est dans un cadre un peu spécifique déjà de la relation, de l'historique et de l'amitié. Hein, alors comment fais-tu avec les autres clients Avec les autres clients, on applique quand même un peu ce même fonctionnement. C'est vrai que quand on est sur une découverte de clients, on leur explique le processus. Bon, après, c'est toujours, quand on est dans la théorie, c'est toujours un peu plus difficile à percevoir. Et puis, au fur et à mesure, on rentre, nous, dans notre mode d'approche. On rentre dans beaucoup de proximité. Voilà, là, dernièrement, on a gagné des collectifs. Donc, les collectifs, c'est encore quelque chose il faut peut-être expliquer d'assez spécifique. Collectif, qu'est-ce que c'est? Les étudiants? Les produits laitiers. Ah non, c'est pas le prof qui répond. Vous l'avez vu, là, on en a parlé. Oui, les collectifs, c'est ça, c'est en fait des organismes qui font la promotion d'un secteur d'activité. Donc là, c'était un appel d'offres parisien, puisque c'est parisien. On était la seule agence lyonnaise à participer, en tout cas dans la shortlist. On travaille avec eux et on a mis en place un système de fonctionnement qu'ils n'avaient pas. Ils ont travaillé avec les plus grandes agences de Paris, de France en l'occurrence. Et en fait, nous, on a travaillé à notre manière. C'est-à-dire qu'on fait des points réguliers. On ne va plus à Paris parce que même n'ont plus le droit d'aller au bureau. On fait des visios, mais toutes les semaines, là ce matin, j'étais avec eux. Toutes les semaines, on se fait un point, on échange, même si l'ordre du jour peut être plus ou moins variable et important, mais on a toujours ce point, comment on peut rebondir sur des choses, comment on peut fonctionner, etc. Voilà, quel collectif alors tu peux pas nous dire Si, ce matin c'était sur les bijoux précieux, et on a aussi la collectif des arts de la table. Voilà, donc c'est des modes de fonctionnement. Donc ça, c'est tous les producteurs des arts de la table qui sont... Alors c'est les producteurs, c'est les marques, c'est les créateurs, c'est les artisans, c'est vraiment tous les acteurs de la filière en fait qui travaillent et donc sur lesquels, là en l'occurrence un comité qui s'appelle France Éclat qui gère ça et qui doit faire la promotion en fait de l'activité, donc des bijoux précieux, donc, pas des bijoux fantaisie, des bijoux précieux. Donc là c'est peut-être plus compliqué comme client. Oui et non. C'est pas un patron, un DIRCOM, un directeur marketing. Oui, c'est un secrétaire général, c'est des comptes qui sont suivis par la Cour des comptes, il y a un certain nombre de beaucoup de contraintes. gens qui ont leur mot à dire. Oui, c'est des commissions. C'est vrai que l'appel d'offres, c'était en pleine période de confinement. On a fait une présentation, grosso modo, il fallait résumer 2 fois 130 pages de PPT, c'était pas un roman, enfin un peu quand même, en une présentation d'une demi-heure devant 35 personnes en visio, quoi. Et bon, les 5 agences, parce qu'il y avait 5 agences qui étaient en shortlist, devaient présenter la même chose. Et Proust a perdu alors. Bon, on a mis, ouais, c'est sûr, et on a mis quand même 2 jours et demi de travail pour synthétiser la présentation, que ça. Voilà.
Donc c'est vrai que ça change aussi les modes de fonctionnement. Et je pense, parce qu'on peut en parler, ces relations agence-annonceur, c'est vrai que le mode de fonctionnement, mais vous le voyez aussi vous, étudiants, dans les cours, c'est pas toujours facile. On peut décrocher au bout d'un moment. Mais c'est vrai que ça change aussi la relation. Et pour des agences comme Lyon, ça change aussi cette notion de on est loin, parce qu'en fait on n'est pas plus loin que les autres. Cela dit, déjà à Paris, les agences elles ne se déplacent pas tout le temps, parce que même si elles sont à Paris, elles peuvent avoir quand même aller-retour au moins 2 heures de trajet, si c'est pas plus. Donc c'est vrai que ça amène un autre type de relation. La technologie permet de le faire, c'est somme toute intéressant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui va être important, c'est la récurrence, c'est les rendez-vous. C'est effectivement aussi amener des choses nouvelles à chaque rendez-vous, c'est surprendre, c'est pas simplement être dans le passif, mais être dans le proactif et être dans le partage. Je crois que c'est aussi tout ça qui fait et qui construit la relation, au-delà même de ce qu'on est capable de coproduire en fait pour la marque et son développement. Mais tu vois, par rapport à la typologie d'un client, ce qu'a compris Hervé et ses équipes dans son positionnement, c'est qu'ils ont arrêté de vendre. Et ça, avoir affaire à des vendeurs aujourd'hui, c'est plus possible. Il a arrêté de vendre, il fait acheter. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet de rhétorique, c'est fondamentalement le fait de faire adhérer. Il est dans l'influence, il n'est pas dans la vente forcée. Et ça change tout. Ça change tout dans le rapport, dans les recommandations, dans la relation, dans le résultat final. Donc c'est fondamental quand on est en intimité, quand on cherche à toucher à la marque intime comme à la personne intime, il ne faut pas vendre. Sinon, tu es à côté de la plaque. Mais ça veut dire une attitude complète d'entreprise qui change la donne. Est-ce que tu as Hervé, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences de relations avec des annonceurs? Oui, bien sûr, on a bien sûr, malheureusement, alors c'est rare, tant mieux. Oui, on a, parce que c'est des incompréhensions en fait, basiquement. C'est vrai que c'est des attentes. Nous, on donne beaucoup, je pense, enfin, je suis même sûr. Et c'est vrai qu'on a envie, à un moment donné, simplement qu'il y ait une prise de conscience de ça. Et parfois, on l'a pas. Donc c'est vrai que quand on... Je vais prendre une image, c'est quand on est gentil, quand on est en service, quand on crée, quand on rebondit, quand on est capable de mobiliser des gens un week-end, alors que c'était juste une question de mauvaise anticipation de la part d'un client, ça a de la valeur, enfin en tout cas pour nous, en tout cas pour les collaborateurs, si c'est eux qui font les efforts aussi. Donc voilà, donc les fois où on a eu effectivement des ruptures, c'était ça. C'était des gens qui, d'un seul coup, alors on fait une compétition sans nous avertir, ont effectivement tiré sur la corde jusqu'à ce que je dise, on va arrêter, quoi, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi, basiquement. Mais voilà. Tu sais, on a vécu ça ensemble. Je reviens sur la relation humaine. Quand on était dans la même structure, on a eu 2 procès avec 2 clients. D'accord. Et procès des procès parce qu'il y a plein de choses qui se passent plus ou moins bien. Eh bien, j'étais dans une telle relation. À l'initiative de qui? De l'agence ou de Le procès, c'était l'agence qui l'a tenté contre le client. Et j'étais dans une telle relation avec ces clients-là qu'on est restés amis. Donc, si tu veux, tu peux passer des problèmes. Tu peux être dans des confrontations extrêmes. Mais si tu as installé la relation, in fine, on reconnaît qu'il y a eu des erreurs, on se pardonne mutuellement et on avance. Et ces amis-là sont restés encore. D'ailleurs, il y a une boîte qui est demeurée client de Hervé. Donc c'est quand même extraordinaire. Quand on installe ces relations, mais regardez qui on est et où on est là. Si on est là, c'est qu'on se connaît depuis des années et qu'on est resté un peu droit dans nos bottes. On essaye d'être bien centré par rapport à nos valeurs et d'avancer dans la même ligne. C'est ce qui fait la reconnaissance de notre humanité, de nos relations, de notre fidélité et de la façon d'avancer. Il faut peut-être préciser, Xavier, que c'est juste une agence dans laquelle toi et moi, on est... Enfin, moi, j'ai fait un passage très rapide parce que justement, je n'étais pas très en phase avec les valeurs et c'est après où Xavier m'a rejoint. Voilà, on a quitté pour des divergences de valeurs. Mais pour le petit aspect croustillant des relations agence-annonceur, dans ce canard enchaîné d'il y a quelques années, est apparu une... On parle de toi. Un article, oui, et on voulait pas. On voulait pas parce que en fait, on avait répondu à un appel d'offres d'une marque suisse, et cette marque suisse nous a fait bosser. On était 5 agences, dont Seguela, dont Publicis, et nous, petite agence qui s'appelait Paris Légende, on faisait 5 millions de marge brute. Waouh, on gagne. Alors là, je peux vous dire que l'ego, bon, il explose. On est les rois du monde. On devient les Seguela. Tout le monde le dit d'ailleurs. Et ils le disent tellement bien que... Et la marque, c'était quoi, la marque ouais. C'était quoi, la marque La marque, il y a prescription, ça s'appelait Époque. Mais c'est rare. C'est un produit qui arrive proto, rien.
ben, vous nous dites la marque, la stratégie, la plateforme, tout à faire. Et puis, on avait fait un budget de 8 millions, on faisait 5 millions de marge brute, budget de 8 millions d'achat d'espace pur, hein, pour tout le reste, voilà. Et ben, ils n'ont jamais payé. Ah, Et en fait, je me suis retrouvé dans un film d'Audiard, et je peux vous dire que j'ai rencontré les vrais méchants, avec les limousines noires et les poches revolver gonflées. Et je sais ce que c'est que d'être en vrai conflit avec un annonceur quand une agence se fait avoir. d'accord. Oui, et ça... Donc ça existe. Et ça existait. C'est, je crois, un cas unique, puisque d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont eu l'info, ces gens-là. Ils sont très forts. Mais globalement, ça arrive très rarement. Oui. Quasiment plus. Oui. Heureusement, parce qu'il y aurait des morts. Mais si... Moi, j'ai jamais vu. Hein, mais... Lui, il n'a jamais vu. Mais nous, ça nous est arrivé. Et ça nous est arrivé. Et là, on prend une grande claque. On ferme tout. Et c'est là que j'ai pris mes clients pour aller chez Havas. Ouais. Mais globalement... Oui, parce que l'agence n'a pas survécu. Ah, l'agence n'a pas survécu, non. Ah bah non. Ah oui, Quand tu perds plus que ta marge brute, c'est compliqué de remonter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, c'était une relation de pur intérêt financier et on n'avait noué aucune relation avec ces gens-là. Aucune, jamais. Ouais. Hein, et c'est en cheminant petit à petit C'était qu'on des découvre. relations de Business. donneur d'ordre à Ouais. fournisseur. Ouais. Puis on avait peut-être vendu au forceps, peut-être que j'en sais rien. En tout cas, c'est pas des relations que l'on aime installer, ce sont des relations d'un autre âge. Hein. Bec BD en parle bien dans son bouquin. Quand on a connu cette pub-là à Paris, c'est vrai que c'est une époque révolue et que les relations agence-annonceur, de mon point de vue, hein, aujourd'hui, ont totalement changé quand même. Et il n'y a plus ça. Et puis on est tous aujourd'hui tournés vers le sens, vers la raison d'être, vers des entreprises à mission, agences et annonceurs. Quand Hervé travaille bénévolement pour nous, il est dans sa raison d'être aussi. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas que pour faire de l'argent. Il est là pour donner du sens aux marques, participer au monde économique, créer des emplois, et puis avoir son acte de solidarité avec nous. Donc tout ça, c'est éminemment respectable. Il en parle bien. Hein. Je pense qu'il a pioché ça toute la nuit. Non, j'ai Non, l'air non, d'avoir ça, mal c'est dormi. naturel. Non, ça c'est Non, ça part, là aussi, il faut que ça parte des tripes. Ouais, non, Moi, je vais peut-être, si je peux, me donner une anecdote aussi du type de relation d'agence et aussi pour montrer avant, parce que finalement, les cheveux blancs montrent qu'on a connu aussi avant. Et de l'autre côté, en fait, moi j'ai commencé, j'étais stagiaire chez DIM, avant d'être embauché chez DIM. Donc je le disais tout à l'heure, et en fait, je me rappelle très bien. Donc DIM, c'est une histoire énorme avec Publicis. Hein, je ne vais pas remonter à toute l'histoire, mais avant, ça s'appelait Les Pas Dimanche. Il y a Bernard Gilbestein qui était le fondateur de DIM, de Publicis, pardon, qui dit mais c'est trop long votre nom, raccourcissez-le, vous avez qu'à vous appeler DIM. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, et ça a été le démarrage en fait de ça, plus des tas d'innovations produits. Bon, bref, relation avec Publicis est très très étroite, très liée, mais même très dépendante. Tournage d'un film, c'était le lancement des Collandiams. Moi j'étais en stage. J'arrive, on me dit on va avoir le premier montage du film. Ok, on va où? Chez Publicis. Ok, on arrive, dernier étage sur la terrasse, en face de l'Étoile. Ok, en face de Publicis, je sais pas, 15 personnes. Et nous, on était de DIM, je sais pas, mais peut-être 7-8 personnes. Donc bonjour, machin, cérémonial hein, quand même. On arrive, donc il y a quelqu'un qui éteint la lumière. C'était quasiment une salle de cinéma, enfin une petite salle de cinéma, hein, mais oui. Donc on appuie, on monte le film, le premier montage, ça s'arrête, on allume la lumière, grand silence. Tout le monde se regarde, moi le stagiaire, mais il y a personne qui parle, comment ça se passe. Tu as loupé, c'était le moment de te lever. Et ben tu crois pas si bien dire, le directeur général de DIM, il me dit bon, très bien, alors place aux jeunes. On va demander Hervé, qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, le truc. Voilà. Et ben ça, c'était aussi un type de relation qui aujourd'hui, déjà, alors c'était génial à titre humain parce qu'au-delà de la pétoche du moment, mais c'était aussi pour finalement sortir la spontanéité et débloquer la situation. Mais ce que je dis là, au-delà de l'expérience personnelle qui est quand même drôle, sur le coup c'était à moitié drôle, mais finalement j'en suis bien sorti, donc c'était bien. Mais c'est surtout pour montrer la relation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation directe, il fallait que quelqu'un ouvre le feu pour qu'il y ait des échanges et des délibérations. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'on montre, quand on est en train de produire, on peut envoyer des photos, on peut... Les gens, là, DIM, on n'allait pas sur les prises
prises de vue. On avait ordre de ne pas aller sur les prises de vue parce que c'était la responsabilité de l'agence. Bon, aujourd'hui, ça n'existe pas. Si les annonceurs ne viennent pas sur les prises de vue, c'est qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais voilà, ça reste quand même des moments de construction. Et même s'ils ne sont pas sur les prises de vue, on les 14h30. appelle, on les voit, on les regarde. Voilà. J'ai une dernière anecdote la même sur Darty. Sur Darty. Bon, on reviendra, Xavier. On reviendra. On doit les lâcher parce qu'ils ont un cours derrière qui Vous avez un commence. cours derrière. Ils Ah, ont, bah, non, ils ont allez-y. surtout un partiel même. Un partiel. Plus qu'un Oh. cours. Ah, zut. Juste, question peut-être quand même. Donc là, Posez-moi la question sur Darty. donc là, ils vous ont expliqué tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà, ce matin, c'était ce qu'il fallait faire, et là, vous avez compris. Ah non, l'intimité. Ah, l'intimité, la marque intime. Oui, une question. Non, mais je suis pas forcément d'accord. Enfin, c'est pas forcément ce qu'il faut pas faire, mais par contre, j'ai trouvé ça vachement inspirant et surtout rassurant sur le milieu, sur toutes les valeurs humaines, parce que au final, on a quand même l'impression parfois que c'est un peu qu'on va se faire manger, quoi, qu'il y a de la pression, etc. Et au final, de retrouver ces valeurs humaines aussi. Enfin, j'étais très en phase avec ce que vous avez dit sur la vente forcée et l'influence. Enfin, cette différence, c'est ça, exactement. Et du coup, voilà, merci pour ça. Parce que Xavier était trop fort. Non, c'est pas ça, c'est que c'est à vous de le faire, ce monde-là aussi. Oui. Bien, nous c'est derrière nous. Mais à vous d'apporter cette part d'humanité, cette part de relation, de vérité, de transparence. C'est vous le monde de demain, c'est vous le qui construisez. Nous, on a fait plein d'erreurs, on en refera, vous en ferez. Mais si vous êtes acharnement ancré sur votre valeur à vous, sur les relations vraies, vous y arriverez. On va lui laisser le mot de la fin parce que Non. ça va être difficile pour toi de faire mieux. Hein. Non, mais je ne veux pas forcément faire mieux parce qu'on est en équilibre. Hein, donc, non, mais je pense qu'il faut aussi, ce que vous dites est vrai, le monde quand même des agences ou même du marketing, c'est un monde difficile. Ça, il faut quand même le dire. Nous, on accueille quand même des alternants, etc. C'est un monde difficile. Tout le monde ne s'acclimate pas à ça. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour. Mais c'est un peu la même chose que ce qu'on